Merci beaucoup, Youssef. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Merci. On peut commencer notre présentation. Je partage. D'accord. Aujourd'hui, on va voir un sujet qui est intéressant, qui est la conduite à tenir devant une hématurie. Donc, comme vous savez, quand vous recevez un patient donc, en consultation aux urgences qui a une hématurie, c'est généralement un patient qui est anxieux, un patient qui est stressé, parce que le patient, quand il a une fièvre, quand il a une douleur, il peut la tolérer, mais quand il voit du sang dans ses urines, surtout quand c'est une hématurie qui est macroscopique, en général, le patient, il est angoissé, il est alerté, il va vous voir aux urgences dans un état qui est très stressant. Donc aujourd'hui, on va voir comment on va pouvoir gérer cette hématurie et surtout comment raisonner face à une hématurie parce que comment raisonner face à une hématurie parce que comme on m'a appris en première année médecine, il faut toujours raisonner en termes de tiroir. Donc, avant de commencer, je vais vous présenter deux patients. Donc, le premier cas clinique concerne le cas d'un patient qui a 72 ans, qui va se présenter chez vous en consultation à la suite de plusieurs épisodes d'hématurie macroscopique intermittent spontanément résolutif. À l'interrogatoire, il décrit bien à chaque fois l'apparition brutale et impressionnante de sang dans les urines, parfois accompagnée de quelques petits caillots. Par ailleurs, il se plaint d'une douleur lombaire gauche chronique qui semble s'être aggravée depuis l'épisode d'hématurie. Le patient est fatigué, a de plus en plus mal, et a de plus en plus de mal à faire des efforts physiques puisqu'il n'arrive même plus à prendre dans les bras son petit-fils qui vient tout juste d'avoir 1 an. Il pense que cela vient probablement du fait qu'il a récemment perdu l'appétit et que donc il s'alimente difficilement. Alors, le deuxième cas clinique, c'est un patient qui est plus jeune, qui a 17 ans, et qui va consulter chez vous pour l'apparition d'œdème des membres inférieurs. Il n'a pas d'antécédent et n'a par ailleurs aucune plainte. Son poids est de 68 kg avec prise récente de 5 kg. La pression artérielle est à 120 sur 60 mm de mercure. L'examen clinique est normal en dehors des œdèmes, remontant jusqu'aux jambes. Alors, vous allez sûrement vous demander, ce patient qui vient vous consulter chez vous pour des œdèmes des membres inférieurs, quelle est la relation avec le sujet d'aujourd'hui? On va découvrir cela dans quelques instants. Donc, le plan de la présentation va s'articuler comme suit. Nous allons traiter les définitions, par la suite la physiopathologie de l'hématurie, les diagnostics positifs, diagnostics différentiels de l'hématurie, et par la suite, donc les examens complémentaires qu'on pourra demander, les étiologies, les différentes étiologies de l'hématurie, les situations d'urgence. Je vais vous présenter un arbre décisionnel et une fiche récapitulative. Je tiens à vous informer que la plupart de mes données sont prises du Collège de d'urologie de 2021 et les cas cliniques de l'ECN. Donc, les définitions. Une hématurie, elle est définie par la présence de plus de 10 hématies par millimètre cube ou de 10 000 hématies par millilitre émises dans les urines lors d'une miction. Chez la femme, la recherche, elle doit se faire en dehors de la période des règles, et on en distingue deux types. Il y a la microscopique et la macroscopique. Comme son nom l'indique, la microscopique, elle n'est pas visible à l'œil nu, donc c'est une définition biologique, c'est une hématurie qu'on va découvrir sur un examen biologique ou sur une bandelette urinaire. Et l'hématurie macroscopique, c'est une coloration rosée, rouge, voire brunâtre des urines. Donc, sur les schémas que vous voyez, le schéma à gauche, c'est une hématurie macroscopique et celle à droite, c'est une bandelette urinaire sur laquelle vous allez voir une hématurie microscopique. Alors, physiopathologiquement, maintenant, donc, comme je vous ai dit, toujours en médecine, on parle de tiroir. Donc, on va raisonner en termes de tiroir. Et anatomiquement parlant, donc une hématurie, elle va
provenir donc du bas appareil urinaire ou du haut appareil urinaire. Donc, elle va être soit urologique, soit néphrologique. On parle d'une hématurie urologique quand on a donc la présence des hématies, des hématies dans les urines. Elle va être liée à une lésion du parenchyme ou de l'arbre urinaire. Donc, c'est dû à une effraction micro ou macroscopique des vaisseaux urinaires, et donc on parle d'un saignement d'origine vasculaire. Quand elle est néphrologique, l'hématurie elle est liée au passage des hématies à travers la membrane basale glomérulaire qui va être altérée. Donc on va trouver des hématies qui sont altérées, et l'hématurie macroscopique d'origine néphrologique, elle va se présenter sans caillot. On utilise les termes caillotante et non caillotante. L'hématurie urologique, c'est une hématurie caillotante, et l'hématurie néphrologique est une hématurie non caillotante. C'est des termes qu'on utilise qui ne sont pas présents sur les bouquins, mais qu'on utilise pour décrire une hématurie. Donc on dit elle n'est pas caillotante. Pourquoi? Parce que le rein va produire ces enzymes qu'on appelle l'urokinase, qui a une action fibrinolytique qui va permettre la dissolution de ces caillots, et donc on va avoir une hématurie on va demander au patient il va vous dire non, il va vous dire là, c'est une hématurie qui est non caillotante, sans brûlure mictionnelle et sans douleur. Et donc c'est un saignement d'origine parenchymateuse, le plus souvent d'origine glomérulaire, parce que c'est le plus souvent dû à une altération de cette barrière glomérulaire, de cette membrane basale. Alors maintenant, quand on a un patient qui vient chez nous pour une hématurie, alors soit il vient chez nous pour une hématurie EDIC7, il l'a vu, et donc c'est une hématurie qui est macroscopique, soit il vient chez nous pour autre chose, c'est des signes associés, ou c'est des motifs de consultation, et quand on va avancer les bilans, quand on va faire une simple bandelette urinaire qui fait partie de l'examen clinique, on va trouver donc une hématurie microscopique sur le bilan biologique. Et donc, la première chose au terme de notre démarche s'avère de poser le diagnostic positif. Il faut confirmer cette hématurie. Donc, le diagnostic positif de l'hématurie, il va reposer sur un examen cytologique quantitatif des urines lors d'un examen cytobactériologique des urines. Donc, ECBU, on va trouver supérieur ou égal à 10 hématies par millimètre cube. On va trouver supérieur ou égal à 10 hématies par millimètre cube. Et on va avoir 4 catégories de diagnostic différentiel. C'est ce qu'on appelle une fausse hématurie. Donc, il faut tout d'abord confirmer une hématurie, et il faut éliminer une fausse hématurie. On va voir 4 catégories des fausses hématuries. C'est les hémorragies de voisinage, c'est une coloration d'origine alimentaire, c'est les colorations qui sont liées à une prise médicamenteuse, et c'est d'origine métabolique. Donc, alors, l'hémorragie de voisinage, c'est tout ce qui concerne les urétroragies. C'est une persistance d'un saignement en dehors des mictions. Génitale, donc menstruation, métroragie, les hémospermies. D'origine alimentaire, c'est surtout les betteraves. Alors, ce qui est la coloration qui est liée à une prise médicamenteuse, c'est les antibiotiques. On sait très bien que la rifampicine a comme effet secondaire l'hématurie. La rifampicine, donc les patients qui sont tuberculeux sous rifampicine, ils vont pouvoir, donc normalement, quand on leur donne le traitement, on leur dit qu'ils peuvent avoir donc une hématurie comme effet secondaire, et on leur explique normalement ça lors du traitement. Également, les patients qui prennent du métronidazole, par exemple dans le cadre d'une gastrite à Helicobacter pylori, les anti-inflammatoires également, la vitamine B12, les laxatifs, quelques laxatifs, le contact avec un antiseptique, etc. Alors, en ce qui concerne l'origine métabolique, c'est surtout l'hémoglobinurie par hémolyse et la myoglobinurie par rhabdomyolyse. Alors, une chose est à retenir certainement, c'est que le diagnostic d'hématurie doit toujours être confirmé par un examen cytologique urinaire quantitatif. Et il faut savoir aussi qu'il n'y a pas de corrélation entre le type d'hématurie et la gravité de la maladie causale. Et donc,
et par la suite, il faut savoir aussi que la démarche diagnostique, elle est identique pour une hématurie macroscopique et ou microscopique persistante. Donc, la première étape dans notre diagnostic, dans notre démarche, ça va être de confirmer une hématurie et d'écarter une fausse hématurie. Donc, chez ce patient qu'on a vu tout à l'heure, qui est un patient de 72 ans qui est venu chez nous parce qu'il a fait plusieurs épisodes d'hématurie. Il a fait plusieurs épisodes d'hématurie. Donc, la première chose qu'il faut faire chez lui, c'est de demander un bilan biologique et pour pouvoir confirmer notre hématurie. Donc, on pourrait lui demander un ECBU. La première étape serait de demander ECBU pour pouvoir faire donc un examen qualitatif et quantitatif des urines. On va voir ça par la suite dans les examens complémentaires. Donc, les examens complémentaires sont au nombre de 4. Donc, on va voir 4 cadrans. C'est les examens biologiques, les examens morphologiques, les examens endoscopiques et les examens anatomopathologiques. Et la pertinence de leur choix, il sera défini par l'orientation établie à l'issue de la phase clinique, c'est-à-dire qu'on va avoir un patient qui va venir avec des brûlures mictionnelles, un patient qui va venir avec une pollakiurie. Ce n'est pas un patient qui va venir avec des œdèmes des membres inférieurs avec une HTA. Donc les signes associés à l'hématurie vont pouvoir nous aider à orienter notre bilan étiologique dans le cadre des examens complémentaires. Donc, les examens cliniques à réaliser en première intention, c'est un ECBU avec analyse quantitative et qualitative, une créatininémie, donc pour voir si, en fait, une créatininémie élevée va nous orienter vers une origine néphrologique, mais également, si l'origine elle est urologique, on va pouvoir voir le retentissement sur le haut appareil urinaire, c'est-à-dire sur les reins. La protéinurie des 24 heures et l'écho-rénovésicale ou RVP, c'est-à-dire rénovésico-prostatique chez l'homme, rénovésico-prostatique parce que parmi les étiologies urologiques, on garde donc, les étiologies prostatiques. Alors, le bilan biologique, on a le CBE des urines, l'examen cytobactériologique des urines, c'est une analyse cytologique quantitative qui va permettre de confirmer le diagnostic d'hématurie microscopique et qualitative à la recherche de cylindres hématiques déformés. Des cylindres hématiques déformés, ça va orienter, si vous vous rappelez, de la physiopathologie néphrologique vers une néphropathie glomérulaire. C'est une altération de la barrière glomérulaire, de la membrane basale. L'analyse bactériologique permet d'éliminer une infection urinaire. Donc, si le CBE revient stérile, c'est que ce n'est pas c'est très probablement pas une infection urinaire. Alors, protéinurie des 24 heures, si on trouve une protéinurie augmentée, c'est un signe associé à notre hématurie. Et donc, si ça dépasse une valeur de 0,5 g par 24 heures, on va pouvoir retenir cette valeur et on va pouvoir nous orienter vers une origine néphrologique. La créatininémie, ça va permettre de mesurer le DFG, qui est le débit de filtration glomérulaire. Et cette mesure, le DFG, va orienter vers une origine néphrologique si on n'a pas de globe vésical, pas de caillotage de la voie excrétrice. Parce que si on a un globe vésical, c'est que c'est une rétention aiguë ou chronique des urines qui va pouvoir retentir sur le haut appareil urinaire. Alors, également, on va demander une numération formule sanguine parce que dans le cadre d'une hématurie macroscopique ou prolongée, on va devoir apprécier le retentissement éventuel sur les cellules sanguines. Donc, dans le cadre toujours des examens complémentaires, il y a des examens morphologiques qu'on va faire. Donc, il y a l'écho rénal ou RVP. C'est l'examen de référence qu'il faut faire parce que c'est un examen qui est facile et qui est anodin. Et ça va permettre d'explorer donc morphologiquement l'arbre urinaire et de faire une étude vasculaire. L'uroscanner, c'est
c'est en fait l'Euroscanner, c'est l'examen, c'est le gold standard. C'est un examen. En fait, beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est que l'Euroscanner. En fait, c'est juste une TDM abdominopelvienne qui est non injectée puis injectée. Donc, j'ai vu plusieurs fois des médecins qui écrivaient Euroscanner, c'est moi. En fait, Euroscanner, c'est une TDM-AP, abdominopelvienne, qui est non injectée, puis qu'on va injecter. Donc, c'est un C-, puis un C+. Et qui va permettre donc de nous orienter si l'échographie elle revient négative, elle revient normale. Et si on ne suspecte pas donc une origine néphrologique, et en complément donc de l'échographie pour préciser si on a une pathologie du haut appareil urinaire, notamment une tumeur rénale ou des voies excrétrices supérieures, si on a des litchases, etc. Alors, endoscopiquement, c'est l'urétrocystoscopie et l'urétéro-rhénoscopie, ou ce qu'on appelle aussi l'urétéro-néphroscopie. Donc, l'urétérocystoscopie, ça se fait en consultation sous anesthésie locale pour le diagnostic, et ça se fait au bloc opératoire sous anesthésie en guise de thérapeutique. Ça va permettre, comme son nom l'indique, urétrocystoscopie, d'explorer l'urètre et d'explorer également la vessie. La vessie, le col de la vessie et la prostate. Et l'urétéronéphroscopie, c'est un examen de troisième intention qui va permettre d'explorer l'urétère et le rein également, les voies, les cavités rénales. Donc ici, ce schéma, il nous montre, c'est un schéma de l'arbre urinaire, et c'est un schéma qui montre, donc le trait noir, c'est ce qui va nous faire la différence entre le haut appareil urinaire et le bas appareil urinaire. Donc à partir de la vessie, en bas c'est le bas appareil urinaire, et en haut c'est le haut appareil urinaire. Ici, ça va nous permettre de faire le diagnostic étiologique quand on parle d'hématurie initiale, d'hématurie totale ou d'hématurie terminale. Donc, il y a l'hématurie initiale qui est d'origine urétroprostatique, hématurie terminale qui est d'origine vésicale, on va en parler quand on va faire un cas clinique, et l'hématurie totale qui est d'origine rénale ou voie excrétrice supérieure, on dit qu'elle n'a pas de valeur localisatrice. Ensuite, donc anatomopathologique, c'est la cytologie urinaire qui va permettre qui est réalisée idéalement sur les urines du matin ou lors d'un examen endoscopique. C'est un examen anatomopathologique qui va permettre de rechercher les cellules atypiques, donc à la recherche de néo ou de tumeurs, quand les étiologies sont tumorales. Pour les ponctions biopsie rénales, les ponctions biopsie rénales, donc, ils ont leur place en cas d'hématurie si on suspecte une origine néphrologique et surtout néphropathie glomérulaire, et ça va permettre d'obtenir la confirmation diagnostique et la caractérisation histologique de la néphropathie pour avoir un diagnostic de certitude et un diagnostic qui est bien précis pour par la suite pouvoir orienter la prise en charge. Donc, en termes d'étiologie, l'hématurie, elle peut survenir de manière isolée ou associée à des symptômes qu'on a dit, on va raisonner en termes de tiroir, et on a l'urologique et le néphrologique. Donc si on a un patient qui consulte avec une hématurie et qui a des signes associés comme type de troubles mictionnels, douleurs lombaires et fièvre, donc c'est une pathologie qui va être urologique. Si c'est une HTA ou œdème, donc c'est plus, ça oriente plus vers une pathologie néphrologique, et ça peut être, comme ça peut être une hématurie qui est isolée, qu'on va voir par la suite dans l'arbre décisionnel. Donc, la démarche diagnostique, alors, quand on reçoit un patient qui a une hématurie, il faut penser en première intention aux causes les plus fréquentes ou qui présentent un caractère de gravité. Donc, si on a un patient, surtout si on a un patient qui est âgé, qui vient avec une hématurie caillotante, une hématurie macroscopique, surtout si elle est caillotante, surtout aussi s'il a un antécédent de tabagisme actif ou passif, on va plus penser vers une tumeur de la vessie. Donc, on va dire c'est une tumeur de vessie jusqu'à preuve du contraire. Donc, si on a un patient qui vient
Donc, les premières étiologies qu'il faut évoquer, c'est les étiologies les plus fréquentes et ceux qui présentent un caractère de gravité, notamment les tumeurs endothéliales, tout ce qui est vessie, voie excrétrice supérieure et surtout les vessies, tumeurs de vessie jusqu'à preuve du contraire. Infection urinaire, lichase aussi, néphropathie glomérulaire. Donc, ici, dans les étiologies, on retrouve les étiologies urologiques, néphrologiques, hématurie microscopique isolée. Donc, dans l'urologique, on a les infections urinaires, les tumeurs de l'appareil urinaire, on a les lithiases urinaires, les étiologies traumatiques et les étiologies prostatiques, et notamment donc, cancer de la prostate. Néphrologique, on a néphropathie glomérulaire et on a les néphropathies interstitielles aiguës médicamenteuses. Donc, en ce qui concerne les hématuries microscopiques isolées, c'est plus, ici, quand on a c'est-à-dire que vous avez fait le bilan initial, il est revenu normal. Cette fois, il faut compléter le bilan systématiquement, il faut aller creuser, il faut aller chercher pourquoi le patient il présente une hématurie. Donc, systématiquement, on va demander un bilan qui comprend cytologie urinaire, uroscanner et cystoscopie. Maintenant, on a les urgences. On a 2 urgences en guise d'hématurie qu'il faut toujours éliminer. C'est la déglobulisation aiguë. La déglobulisation aiguë, donc c'est l'hématurie aiguë. L'hématurie, comme toute situation de saignement, c'est surtout hématurie, donc quand c'est aigu, comme toute situation de saignement actif, il est indispensable de rechercher des signes d'anémie aiguë ou chronique. Donc tout ce qui est pâleur cutanéo-muqueuse, les manifestations fonctionnelles, etc. Et il faut également évaluer le retentissement hémodynamique éventuel. Donc il faut chercher sur le plan hémodynamique tout ce qui est tachycardie, hypotension artérielle, marbrure, et c'est pour ça qu'on va demander que l'NFS, elle fait partie du bilan systématique pour voir le retentissement de l'hématurie, surtout si elle est macroscopique, prolongée ou abondante. Alors, le caillotage, c'est quoi? Le caillotage, c'est quand vous avez donc le caillotage vésical qu'on appelle, ou le caillotage de la voie excrétrice. Le caillotage, c'est une urgence thérapeutique. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque de rétention aiguë d'urine et de diarrhée obstructive, ce qu'on appelle l'insuffisance rénale aiguë obstructive. Pourquoi? Parce que c'est surtout quand on a une hématurie qui est caillotante, ces caillots de sang, ils vont venir bloquer les voies urinaires et ils vont donner une rétention aiguë. Et la rétention aiguë, elle peut évoluer donc vers une insuffisance rénale aiguë. Et par conséquent, donc on aura l'IRA obstructive avec toutes ces complications que vous connaissez probablement. Donc, par conséquent, la présence de caillots, elle doit systématiquement être recherchée à l'interrogatoire et l'examen clinique. Et il faut donc demander au patient s'il a une sensation de blocage lors du passage des urines. Il faut essayer de donc, visualiser les caillots les caillots de sang dans les urines, et on demande au patient rechercher un globe vésical, parce que vous savez que le tableau de rétention aiguë d'urine, c'est un tableau donc de rétention qui est douloureux, c'est une urgence douloureuse déjà, c'est une urgence de sondage, ou c'est une urgence de drainage plutôt. On va soit sonder le patient, soit on va faire un cystocate selon les indications, contre-indications selon chaque patient. Et il faut donc rechercher un globe vésical. C'est le globe, donc une matité hypogastrique avec tout le tableau du globe vésical et de la rétention aiguë. Et aussi s'il a des douleurs lombaires qui orientent vers un caillotage de la voie excrétrice supérieure. Donc ici, on est devant l'arbre décisionnel qui va nous permettre de raisonner en fonction, donc de raisonner devant une hématurie. Donc si on a une hématurie macroscopique, surtout si on a une hématurie macroscopique, il faut toujours éliminer les signes de gravité qui sont la déglobulisation et le caillotage. Il faut donc faire un examen bactériologique des urines.
Parce que si c'est macroscopique, si c'est macroscopique, une hématurie macroscopique douloureuse, on va surtout nous orienter vers l'urologique. On va demander un examen bactériologique des urines, on va demander une créatininémie et on va faire une échographie de l'appareil urinaire. Par la suite, donc, alors, si le CBU il revient positif et la clinique elle est compatible avec une infection urinaire, on va arrêter les investigations, on va traiter notre infection urinaire. Si on a une suspicion de tumeur bézique à l'échographie, on va passer à la cytologie et cystoscopie. Si on a une pathologie rénale, donc tumeur, calcul, dilatation, avec donc des cavités pyélocalicielles et sans cause retrouvée, on va demander un neuroscanner. Alors, si on a devant une hématurie microscopique, il faut plus s'orienter donc ça peut toujours être urologique bien sûr, mais il faut s'orienter aussi surtout vers le rénal. Donc on va toujours demander ECBE qualitatif et quantitatif pour, bien sûr, parce que c'est une hématurie microscopique, donc à définition biologique, on va demander une créatininémie, une protéinurie des 24 heures avec toujours une échographie de l'appareil urinaire. Donc si on va avoir une protéinurie avec une altération ou une altération de la fonction rénale, ça va nous orienter vers une néphropathie glomérulaire. Et il faut discuter une biopsie rénale. Et elle a ses indications, ses contre-indications. Parmi parmi les contre-indications de la biopsie rénale, par exemple, si vous avez un patient qui est diabétique, avec un diabète long, avec un diabète, c'est-à-dire qui évolue depuis des années, avec une rétinopathie diabétique, c'est une contre-indication. Donc, la biopsie rénale a ses indications, ses contre-indications. Il faut toujours éliminer les fausses hématuries qu'on a dit, qui sont en relation avec les hémorragies de voisinage, origine métabolique, origine médicamenteuse. Et il y a donc hématurie macroscopique, hématurie microscopique, et il y a l'hématurie isolée. On va avancer les investigations, faire systématiquement cytologie et cystoscopie uroscale pour ne pas passer à côté d'un diagnostic grave. Donc, maintenant, on va passer au cas clinique. Le cas clinique que je vous ai présenté tout à l'heure, donc c'est un cas clinique d'un patient qui a 72 ans, qui se présente à votre consultation à la suite de plusieurs épisodes d'hématurie macroscopique intermittent, spontanément résolutif. À l'interrogatoire, il décrit bien à chaque fois l'apparition brutale, impressionnante de sang dans les urines, parfois accompagnée de quelques petits caillots. Par ailleurs, il se plaint d'une douleur lombaire gauche chronique qui semble s'être aggravée depuis l'épisode d'hématurie. Le patient, il est fatigué, il a de plus en plus mal à faire des efforts physiques, qu'il n'arrive même plus à prendre dans ses bras son petit-fils qui vient tout juste d'avoir 1 an. Alors, il pense que cela vient probablement du fait qu'il a récemment perdu l'appétit et que donc il s'alimente difficilement. Alors, la première question qui se pose devant nous, c'est quel est le signe clinique chez ce patient qui va évoquer une hématurie macroscopique d'origine urologique. Si vous pouvez me dire dans les commentaires ou si vous voulez activer votre micro, ça m'arrange dans tous les cas. Donc, ici, nous avons un patient de 72 ans qui va consulter suite à plusieurs épisodes d'hématurie macroscopique intermittent. Et à l'interrogatoire, il nous dit qu'il a ça depuis longtemps et que ça apparaît brutalement avec quelques caillots dans les urines. Et il se plaint de douleur lombaire gauche qui s'est aggravée avec une notion d'amaigrissement, d'asthénie et de perte d'appétit. Donc on peut dire une altération de l'état général. Oui, vous pouvez répondre. Quelqu'un quel est le signe clinique? Est-ce qu'il y a un message? Oui, elle est caillotante. Oui, voilà, c'est les petits caillots. Merci, Kautar. C'est la notion de caillot. Voilà, c'est la notion ici, c'est la notion de petits caillots, parce que les caillots, ça nous oriente plus vers une étiologie urologique. Ensuite, on nous demande comment expliquer la présence de caillots de sang lors d'une hématurie macroscopique d'origine urologique. Si vous avez une idée, on a expliqué ce phénomène dans le rein, donc c'est le contraire au niveau donc, urologique.
Est-ce que vous avez une idée pourquoi on va avoir la présence de ces caillots lors d'une hématurie macroscopique d'origine urologique? Oui, exactement. Voilà, c'est l'absence d'urokinase. Parce qu'au niveau du rein, on a dit le rein va produire ces enzymes comme l'urokinase tubulaire qui va permettre la dissolution de ces caillots. Et bah, exactement au niveau urologique, il y a absence de cette urokinase, cette enzyme qui va traverser la barrière glomérulaire avec les hématies et qui va pouvoir faire leur dissolution. Quand elle est absente, bah, les caillots vont rester et cette enzyme, puisqu'elle est rapidement consommée, ces caillots vont rester et c'est pour ça qu'on va avoir des urines qui sont caillotantes. Alors, quelle est la chronologie mictionnelle d'une hématie macroscopique urologique d'origine rénale? Par chronologie mictionnelle, ils veulent dire est-ce que c'est une hématurie qui est initiale, qui est terminale ou qui est totale? Juste après ce cas clinique, on va faire le rappel sur l'hématurie initiale, et terminale et totale. Vous pensez, alors ce patient, alors on vous dit d'origine rénale. Donc l'hématurie d'origine rénale, est-ce que vous avez une idée sur sa chronologie mictionnelle? Est-ce qu'elle est initiale, est-ce qu'elle est terminale ou est-ce qu'elle est totale? Si vous vous rappelez de la sémiologie urologique qu'on a fait en deuxième année, c'est un S3, c'est surtout l'épreuve des 3 vers. Alors, je vous fais le petit rappel ici. Donc, le diagnostic toujours dans le cadre du diagnostic étiologique, il y a l'hématurie initiale, il y a l'hématurie terminale et il y a l'hématurie totale. L'hématurie initiale, elle est urétroprostatique. C'est c'est l'urine vésicale qui est limpide qui va laver le sang accumulé dans l'urètre prostatique. Et l'hématurie terminale, c'est la vessie qui va s'essorer en fin de vidange et donc elle est d'origine vésicale. L'hématurie totale, on vous dit, elle n'a pas de valeur localisatrice parce qu'elle va nous dire que c'est d'origine rénale ou voie excrétrice. Ça nous dit donc parenchyme rénale ou voie excrétrice supérieure. Mais on nous dit toujours qu'une une hématurie qui est très abondante, elle peut être totale, quel que soit le siège du saignement, parce elle va être abondante, donc elle va être totale, sans valeur localisatrice. On pourra pas savoir exactement d'où provient l'hématurie. Alors par contre, quand elle est totale, quand elle est terminale, on sait qu'elle est d'origine vésicale parce que c'est la vessie qui va s'essorer en fin de vidange. Et quand elle est initiale, on sait qu'elle est d'origine urétroprostatique parce que c'est juste le début. C'est l'urine qui va laver le sang accumulé dans l'urètre prostatique. Donc ici, je pense que là, vous pouvez avoir une idée sur la réponse à cette question. Quelle est la chronologie mictionnelle d'une hématurie macroscopique d'origine rénale? Est-ce qu'elle est initiale? Est-ce qu'elle est terminale ou est-ce qu'elle est totale? Voilà, elle est totale. Quand elle est d'origine rénale, elle est totale. Donc quand vous faites l'épreuve des 3 vers, vous allez avoir les 2 vers qui vont se remplir de sang. Alors ensuite, quel diagnostic pourrait expliquer l'ensemble du tableau clinique? Alors on va pas donc ici on nous a donné un petit indice qui est d'origine rénale, mais regardez, c'est un patient qui a une hématurie qui est caillotante et qui est macroscopique. Donc ça nous oriente vers c'est plus urologique ou c'est plus néphrologique. On nous dit c'est un patient qui a une hématurie macroscopique caillotante, donc ça nous oriente plus vers le cadre nosologique, urologique. Et on a un patient donc on est devant un cadre urologique, on est dans l'urologie, et on a un patient qui est âgé, qui a 72 ans, qui a une tumeur donc, qui se présente avec plusieurs épisodes d'hématurie macroscopique, d'hématurie macroscopique, d'hématurie macroscopique caillotante. Donc, on va dire, comme nous disent nos profs, c'est une tumeur de la vessie jusqu'à preuve du contraire. Mais ici, on nous a plus orienté vers origine rénale et tout. Après, il faudra donc avancer les bilans, demander plus d'examens complémentaires, surtout examens morphologiques,
Euroscanner, c'est le gold standard qui va pouvoir donc nous dire est-ce que c'est plus en faveur donc du rein ou en faveur de la vessie, mais le cas clinique nous oriente vers une tumeur de la vessie ou une tumeur urologique en général. Parce qu'on a l'altération de l'état général et on a l'hématurie qui est macroscopique caillotante, avec donc perte d'appétit, asthénie et tout, ça rentre dans le cadre de l'altération de l'état général. Maintenant, on a un deuxième cas clinique. C'est un jeune homme de 17 ans qui consulte pour apparition d'œdème des membres inférieurs et il n'a aucun antécédent et n'a par ailleurs aucune plainte. Son poids il est de 68 kg avec prise récente de 5 kg. La pression artérielle est à 120/60 et l'examen clinique il est normal en dehors des œdèmes remontant jusqu'aux lombes. Alors ici, devant ce patient, alors déjà quand vous avez vous recevez ce jeune homme en consultation, est-ce que vous allez donc quel est le réflexe qu'il faut avoir? Donc vous allez toujours examiner votre patient, vous allez donc chercher contact lombaire, chercher est-ce qu'il a une sensibilité. Alors si je vous dis que ce patient il a un examen, donc c'est écrit, mais si je vous dis c'est un examen clinique qui est tout à fait normal en dehors des œdèmes qui sont je vous dis mous, bilatéraux, et qu'est-ce qu'il faut faire à la fin de l'examen clinique? Voilà, exactement. Il faut donc faire une bandelette urinaire. Et il faut confirmer l'hématurie, bien sûr. Et donc, la bandelette urinaire, elle va pouvoir nous confirmer l'hématurie, mais elle va pouvoir aussi nous chercher s'il y a une protéinurie pour orienter notre diagnostic. Donc le réflexe, c'est très bien, le réflexe qu'il faut avoir devant ce genre de patient, c'est toujours de réaliser une bandelette urinaire à la recherche. Déjà, ça va nous confirmer si ça va permettre de chercher donc s'il y a une protéinurie, ça va pouvoir orienter notre démarche diagnostique. Donc, le médecin qui a vu ce patient, il lui a prescrit des bilans et il les a réalisés et voilà le résultat. Il a une NFS normale. Déjà devant des œdèmes des membres inférieurs, on va ouvrir 3 tiroirs. Donc devant des œdèmes, c'est soit, donc si vous voulez me dire c'est quoi les trois étiologies qu'on va évoquer devant des œdèmes des membres inférieurs. Donc ça va être cardiaque, ça va être hépatique ou ça va être rénal. Voilà, exactement. Donc on va demander, c'est pour ça que le médecin il a demandé TP-TCA, qui sont revenus normaux. C'est dans le cadre du bilan hépatique et on va demander un bilan rénal, cardiaque. Le patient il a 17 ans. On pourrait lui faire un examen cardiaque ou on peut demander un ECG. Donc, et rénal, donc ionogramme, il a 137 de millimoles et K+, 3,9 millimoles. On a également une protidémie à 52, albuminémie, etc. Donc ça nous oriente. Ici, on ne va pas avancer dans le diagnostic étiologique, mais est-ce que vous pouvez me dire, donc ça nous oriente vers quel tiroir en général? Est-ce que c'est urologique, c'est néphrologique? C'est plus quoi chez ce patient? C'est un patient qui a des œdèmes des membres inférieurs avec donc une protéinurie et aussi, c'est pas écrit ici, mais c'est pas écrit, mais voilà, vous avez des hématies 5 par millimètre de mercure, donc c'est plus néphrologique. Après, il faut donc demander plus d'examens pour pouvoir s'orienter vers le bilan, vers le diagnostic exact. Donc, chez ce patient, donc on a dit c'est néphrologique chez ce patient. Maintenant, si vous voulez, on passe à cet examen clinique. On a une femme de 60 ans qui est adressée le 15 août aux urgences pour douleur lombaire gauche évoluant depuis 6 heures. La douleur, elle est d'apparition brutale et intense. Elle irradie vers le bas et l'avant jusqu'à la face interne de la cuisse droite
et évolue par des crises paroxystiques. Il n'existe pas de position ontalgique. La patiente, elle est agitée, elle a vomi 3 fois. Elle a pour antécédent un adénome à prolactine traité chirurgicalement à l'âge de 36 ans. Elle a fait des crises récentes de chondrocalcinose du genou gauche et une ostéoporose de découverte récente, traitée depuis l'an passé par supplémentation vitamino-calcique. C'est le premier épisode de ce type qu'elle fait. Et elle est ménopausée depuis 10 ans. Donc, elle est apyrétique, abdomen souple. On nous a donné résultat de la bandelette urinaire. Elle a 3 croix de sang et 2 croix de leucocytes. 2 croix de leucocytes, 3 croix de sang. Le reste est normal. Donc, la question numéro 1, on nous demande d'analyser sémiologiquement ce dossier. Quel est le diagnostic quant à la symptomatologie actuelle? Donc, si vous recevez une patiente aux urgences qui vient avec douleur lombaire, donc localisation lombaire qui irradie vers la cuisse droite, qui évolue par crise paroxystique, sans facteur calmant, sans position ontalgique, ça évoque donc quel type de douleur, si vous pouvez me dire? C'est typique de... Ah oui, c'est vrai, comme ça, c'est moins de 10 ans. Ça évoque chez vous, c'est une colique néphrétique. Voilà, c'est une colique néphrétique. C'est une colique néphrétique et on nous dit qu'elle... Alors déjà, pourquoi c'est une colique néphrétique? Par définition, donc c'est une douleur lombaire unilatérale. Ici, elle est unilatérale gauche. Elle a un début brutal, elle évolue par crise paroxystique, elle n'a pas de position ontalgique, elle irradie vers le bas, donc vers le bas cuisse. Normalement, la définition connue, c'est les organes génitaux externes. Elle est accompagnée soit de signes urinaires type pollakiurie et maturie, ou elle est accompagnée de vomissements. Elle est apyrétique. Ici, à la bandelette urinaire, elle est effectivement accompagnée d'hématurie qui est microscopique. Donc, quelles peuvent être les étiologies possibles chez cette patiente? Donc, quelles sont les étiologies possibles qu'on peut trouver? Déjà, la colique néphrétique, si vous savez, c'est en relation avec une dilatation des voies excrétrices supérieures. Donc, l'étiologie, est-ce que vous avez une idée sur l'étiologie la plus fréquente de la colique néphrétique? Exact, c'est les lithiases. Voilà, c'est les lithiases urétérales, des voies excrétrices supérieures, ça peut être urétérale, ça peut être piélocalicielle. Donc, c'est très probablement, donc les étiologies possibles, c'est les lithiases, donc dans les obstructions endoluminales, c'est lithiase, c'est les caillots, c'est les parasitoses aussi. Si on a une obstruction pariétale, c'est les polypes. Et l'obstruction extrinsèque, c'est les tumeurs de voisinage. Pour la troisième question, ici, normalement, je ne sais pas si vous arriverez à voir, mais est-ce que vous arrivez à voir ça déjà, c'est l'AUSP. Et est-ce que vous arrivez à voir l'étiologie de la colique néphrétique chez notre patiente qui lui a causé comme signe associé l'hématurie? Est-ce que vous arrivez à voir? Oui, c'est une lithiase. Est-ce que vous voyez la lithiase? C'est ici. C'est au niveau urétéral. Ouais, urétéral. C'est une lithiase urétérale. Ici, vous allez voir, c'est une petite, ici, une opacité qui est de tonalité calcique. Ici, au niveau de l'urétère, du bas urétère gauche, c'est une petite lithiase donc si c'est une opacité, c'est très probablement d'origine calcique parce que les autres sont radio-opaques. Donc, c'est la lithiase qui a causé la dilatation des voies excrétrices supérieures et c'est ce qui a donné cette colique néphrétique et cette symptomatologie chez la patiente. Donc voilà, c'est le cas clinique. Après, j'ai des QCM. Si vous voulez qu'on finisse avec un peu de Active Recall, 5 minutes, on fait 3 QCM.
Attendez, je vais essayer de partager ça. Attendez, j'ai des QCM sur l'hématurie. On va essayer. Je vais essayer de les partager, c'est ça. Donc, ici, si vous arrivez à voir, alors, s'il vous plaît, répondez. Non, je pense qu'on va finir dans quelques minutes. Donc, hématurie, si vous pouvez juste me répondre par oui ou non, c'est juste 3 QCM. Alors, l'hématurie, elle doit rechercher en premier lieu une tumeur de vessie. Il y a la réponse ici. Alors, oui, ok. Est-ce qu'elle doit rechercher en premier lieu une pathologie infectieuse? Non. Elle doit rechercher en premier lieu une pathologie tumorale, et notamment, on dit toujours une tumeur de vessie jusqu'à preuve du contraire. Elle est toujours d'origine urologique. Non, elle peut être également d'origine donc néphrologique. Quand elle est terminale, on a un problème urologique. Excusez-moi. Quand elle est terminale, on a un problème urologique. Oui, quand elle est terminale, c'est urétroprostatique. Quand elle est initiale, elle signe un problème urétroprostatique. Quand elle est terminale, elle est vésique plutôt, pas urétroprostatique. Quand elle est initiale, elle signe un problème urétroprostatique. Oui. Quand elle est totale, elle signe un problème au niveau du haut appareil urinaire. Oui, c'est un problème rénal au niveau des voies excrétrices supérieures. Quand elle est terminale, elle signe un problème rénal. Non, c'est plutôt vésical. Alors, toute hématurie, elle justifie une exploration. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, parce que c'est... Alors, toute hématurie, elle justifie une exploration parce que c'est... On dit que l'hématurie, c'est une urgence. On dit que l'hématurie, c'est une urgence diagnostique. Il faut savoir pourquoi notre patient présente une hématurie parce que c'est tout à fait anormal. La présence d'anticoagulants peut causer une hématurie. Non, la prise d'anticoagulants, elle ne peut pas causer une hématurie. Alors, rapidement, s'il vous plaît, devant une hématurie macroscopique caillotante, il faut évoquer une origine néphrologique. Non, il faut évoquer une origine urologique. La tumeur de vessie est le premier diagnostic à évoquer. Oui. Il faut évoquer une origine urologique. Oui. L'adénome de prostate est le premier diagnostic à évoquer. Non, on a dit c'est une tumeur de vessie qu'il faut évoquer en premier lieu. Une cysto et ou une écho doivent être pratiquées pour le diagnostic de cette étiologie. Oui, parce que toute hématurie doit être explorée. Et une hématurie terminale, on sait tous bien sûr qu'elle est d'origine vésicale. Voilà, c'est tout. Je vous remercie d'avoir choisi de passer votre soirée sur Meet. Et je vous souhaite bon courage. Et merci Youssef.